Chère sorcière, cher sorcier, je vais aujourd'hui répondre à la question épineuse, mais qu'est-ce qu'une sorcière? Alors pourquoi épineuse? Parce que finalement il n'y a pas qu'une seule réponse, il n'y a pas une seule définition à ce qu'est la sorcière. Chacun a un petit peu sa vision des choses et on voit que la sorcière elle-même, l'image de la sorcière a évolué de l'Antiquité à nos jours. Elle a connu plusieurs représentations, on lui a attribué plusieurs rôles, plusieurs réputations. Fut un temps où tout le monde accourait voir la sorcière, la devineresse, celle qui savait qu'il y avait un certain pouvoir de guérison, de clairvoyance, etc. Et puis il y a eu cette période troublée où la sorcière s'est vue diabolisée et pourchassée, exterminée. Ensuite, plus récemment, ce sont des mouvements qui se sont emparés de l'image de la sorcière, le mouvement féministe, le mouvement homosexuel chez la femme, un peu plus tôt. Donc on voit que chacun finalement définit, voit la sorcière à sa façon. Pour ma part, j'aime assez la vision de Jules Michelet, l'historien Jules Michelet du 19e siècle, qui voit la sorcière, qui pense que la sorcière est née un petit peu en réaction contre la société d'alors. Et finalement, c'est un peu comme ça que je me définirai moi aussi, suivant certains points que je vais développer. Alors, j'ai rien inventé en fait, j'ai trouvé ces points sur Pinterest. J'ai trouvé ça intéressant, ça m'a interpellée. Donc j'ai voulu les développer. J'ai fait quelques petites modifications, je les ai développées. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une sorcière? Donc le premier point, être une sorcière, c'est d'abord se connaître. Alors qu'est-ce que ça veut dire se connaître? Connais-toi toi-même. Je ne prétends pas connaître toute la pensée de Socrate et je n'irai pas plus loin, mais c'est vrai que c'est une notion qui revient depuis l'Antiquité, se connaître. Donc savoir qui on est, savoir ce qu'on aime, savoir ce qui nous fait du bien, savoir comment fonctionne notre corps, savoir comment fonctionne notre esprit, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous fait avancer, qu'est-ce qui fait que dans une situation donnée, on va faire ce choix plutôt que celui-là, qu'est-ce qu'il y a en dessous qui motive ce choix, tout un ensemble de choses nous concernant. Qu'est-ce qui nous fait vibrer, comme on dit, qu'est-ce que c'est qui nous provoque ce plaisir, qu'est-ce qui ouvre notre cœur. Voilà, toutes ces connaissances sur soi, son mental, son corps, qui font qu'on va avoir une vision de soi-même. Et pourquoi est-ce que c'est important de se connaître, donc? Parce que cette vision de soi-même nous donne les rênes de notre vie, en fait, nous donne à nous-mêmes notre propre responsabilité. On se connaît, donc on va savoir ce qui est bon pour nous, on va savoir faire des choix et on va les faire en toute confiance. Et avoir les rênes de sa propre vie, c'est éviter de les confier à quelqu'un d'autre. C'est avoir son propre pouvoir sur soi et ne pas laisser à quelqu'un d'autre le pouvoir sur soi-même. C'est-à-dire, c'est être libéré de toute influence extérieure. Je sais ce qui est bon pour moi, je sais comment je réagis, comment j'agis, comment je fonctionne. Personne ne peut faire de choix pour vous. Personne ne vole sur votre balai. C'est vous qui volez sur votre balai et allez dans la direction que vous souhaitez. Personne ne marche dans vos bottines, c'est vous qui êtes dans vos propres bottines. Et tout ça, c'est se connaître qui va le permettre. C'est vous connaître qui va vous permettre de mener votre propre vie
et ne pas permettre à l'autre de vous influencer, voire de vous manipuler. Vous savez, vous vous connaissez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de temps en temps écouter un petit peu les autres. Tout conseil est bon à prendre, mais le choix final vous appartiendra, si vous vous connaissez bien. Et ça vous donnera donc de la confiance, et la confiance est vraiment la mère de l'audace. Hein. Et pour moi, l'audace, c'est une caractéristique de la sorcière. Donc, comment se connaître finalement? Comment faire ça? Eh bien, il y a l'introspection, s'observer, agir, réagir, être toujours consciente de soi-même en fait. Comment je réagis à telle situation? Qu'est-ce que ça provoque? Quelle émotion? Si je fais ça, est-ce que j'aime ou j'aime pas? Est-ce que je le fais avec le cœur ouvert ou est-ce que je le fais avec la boule au ventre en fait? Voilà, observez-vous et dans toutes les situations, et vous arriverez à vous connaître, à savoir ce qui vous motive, ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît. Donc ça c'est un petit tuyau, vous observez, être dans la conscience de vous-même. Et pour information, reprendre le pouvoir sur soi, ou prendre le pouvoir sur soi, c'est le thème du prochain e-book que je suis en train de créer, donc un rituel en 21 jours qui vous donnera les clés pour reprendre votre pouvoir sur vous-même. C'était le premier point, voyons maintenant le second point. Donc deuxième point, être une sorcière, c'est aussi connaître son don. Quel est votre don? Quel est votre pouvoir? Quelle est votre spécificité, votre particularité? Où se niche, où se cache la magie de création? Qu'est-ce que vous aimez faire et que vous faites bien? Votre spécificité, votre pouvoir, quel est-il? Si on pousse un peu plus cette notion, ça me rappelle l'ikigai japonais, qui regroupe 4 notions en fait. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous faites bien? Ce pourquoi vous êtes doué? De quoi le monde a besoin? Et pourquoi pouvez-vous être rémunéré? Si vous regroupez ces 4 notions, leur intersection correspond à votre ikigai, ce que les Japonais nomment ikigai. Alors dites-moi, quel est votre don? Et pourquoi est-ce que c'est important de le connaître, son don? Parce que vous allez en faire une force. Vous allez appuyer sur ce don, sur ce savoir-faire, sur cette magie, votre quotidien, vos pratiques, et dans le cas de l'ikigai, éventuellement une mission de vie, un métier. Connaître votre don vous permet aussi de donner un but à votre quotidien, donner un but à votre vie, donner un sens à votre vie, vous apporter, comme je le disais tout à l'heure, votre mission de vie. Donc c'est quelque chose de plus grand que le quotidien. Et pour moi, c'est bien une caractéristique de la sorcière, c'est dépasser le cadre du quotidien, hein, aller au-delà de ce cadre imposé par la société, c'est-à-dire trouver en soi notre pouvoir et l'exercer. Alors comment fait-on pour savoir ce en quoi on est doué? Eh bien la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'expérimentation. Expérimenter, essayer des nouvelles choses. Ça peut être, ça peut être le dessin, ça peut être l'écriture, ça peut être les plantes, une connaissance des plantes, une connaissance des pierres, ça peut être la musique, ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce que vous aimez, que vous savez faire, et quel est votre don, et comment vous en servir, comment en faire une force. Donc expérimentez, essayez des nouvelles choses si vous ne connaissez pas déjà votre don, votre pouvoir, vos dons, vos pouvoirs évidemment, vous pouvez en avoir plusieurs évidemment.
Ensuite, je vous parlerai aussi de l'accompagnement individuel, évidemment, qui permet de se connaître par un travail d'introspection, d'action à mener, etc. Donc voilà comment faire pour connaître votre don si vous ne le connaissez pas déjà. Troisième point, s'enrichir et s'épanouir. S'enrichir et s'épanouir, c'est prendre de nouvelles connaissances, de nouvelles idées, se faire de nouvelles croyances, remplacer des croyances anciennes, désuètes, qui ne nous servent plus, qui ne nous ressemblent plus, par des croyances nouvelles. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est ce qui va vous permettre d'évoluer. C'est ce qui va permettre à votre magie d'évoluer. C'est important également parce que cette évolution, ces connaissances nouvelles qui viennent vous enrichir vont contribuer à développer votre créativité. Et la créativité, c'est la mère des solutions. Elle enfante des solutions à des situations difficiles qui peuvent se présenter dans la vie. Et trouver des solutions, trouver ses propres solutions, c'est aussi être autonome. Autonome, c'est être responsable de soi. Et comme on disait tout à l'heure dans le premier point, être responsable de soi, c'est garder les rênes de sa vie et ne pas confier le pouvoir sur soi à quelqu'un d'autre. C'est le garder. Vous enrichir, vous épanouir, vous maintient dans une dynamique, un mouvement. Vous savez que la nature n'est pas fixe, n'est pas immobile. La nature bouge, elle connaît des cycles de naissance, de vie, de mort. Tout bouge sans cesse. Ça se passe dans la nature, ça se passe à l'intérieur de nous. Le corps renouvelle ses cellules, etc. Donc la nature, le naturel, c'est le mouvement. Donc évoluer, c'est rester dans le mouvement naturel des choses, de la nature. Et on va voir un peu plus loin que c'est important. Et alors comment on fait ça? Comment on s'enrichit? Comment on s'épanouit? Comme une fleur que l'on arrose, que l'on nourrit avec un terrain adapté, elle va s'épanouir. Soyez cette fleur. Et comment on fait? Encore une fois, par l'expérimentation, par la découverte, par les échanges avec les autres, par les lectures, par les confrontations aussi. Il y a des idées différentes. Je pense qu'il est intéressant de sortir un petit peu de ses propres croyances, de ses propres idées et d'aller se confronter à des idées différentes, nouvelles, voire opposées. Prendre connaissance d'autres avis, d'autres visions des choses. C'est ce que je suis en train de faire. Je vous apporte ma vision des choses. Je ne vous présente pas ces choses-là comme une vérité absolue. C'est ma vision des choses. Alors vous allez en prendre, vous allez en laisser. Certains seront intéressés, d'autres pas du tout. Mais justement, ça va vous enrichir, ça va vous permettre soit de vous conforter dans vos propres idées, soit de prendre de nouvelles idées qui vont vous faire évoluer. Donc, des lectures, des vidéos, des échanges en général avec les autres, et c'est comme ça que vous vous enrichirez, que vous pourrez opérer ce nettoyage, et toujours vous renouveler. Et si besoin, par l'accompagnement individuel qui peut permettre de lever des blocages, de lever des peurs, pour vous permettre de sortir d'une certaine immobilité, d'avancer, d'évoluer. Voilà donc pour notre troisième point. Voyons maintenant le quatrième. Nous voilà au quatrième point. Qu'est-ce qu'une sorcière? Eh bien, une sorcière, c'est aussi exercer son don,
son pouvoir dans la sagesse. Une fois que vous connaissez votre don, votre pouvoir, votre savoir-faire, il convient de l'exercer, encore une fois, dans la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'exercer dans le respect de vous-même, dans le respect des autres, dans le respect de la nature. Et pourquoi c'est important de l'exercer avec sagesse, dans le respect? C'est pour ne pas créer un déséquilibre. Et ça, certains d'entre vous qui suivent le grimoire d'Agaberte depuis un certain temps, qui ont déjà peut-être pris connaissance de d'autres vidéos et d'autres articles de blog, le savent. L'équilibre, c'est une notion qui me tient particulièrement à cœur, et on va en parler encore dans les prochains points. Exercer son don avec sagesse, c'est ne pas créer de déséquilibre en soi, hein, ce que j'appelle le respect de soi, le respect de l'autre, le respect de la nature. C'est un respect de l'intégrité de soi, de l'autre, de la nature. Respecter l'intégrité, c'est respecter l'équilibre, c'est le maintenir. Parce que, pour moi, la nature est équilibre. Référez-vous à mon dernier article de blog, je compare la nature à un rouage, vous savez, un engrenage. Et la nature est un parfait rouage, un parfait engrenage. Tout a une raison d'être. Chaque minuscule petit ver dans la terre, dont le rôle est d'aérer la terre pour que telle ou telle plante, tel arbre puisse s'épanouir. Et puis l'arbre qui s'épanouit, c'est un habitat pour les oiseaux. Un oiseau qui s'épanouit, qui fait son nid, qui fait des petits, et ben il va lui aussi avoir son rôle à jouer dans l'équilibre de la nature. Et donc d'où cette image d'engrenage. J'ai imaginé des roues dentées qui s'entraînent l'une l'autre, et tout fonctionne parfaitement, tant qu'on ne vient pas y mettre un petit caillou. Et nous sommes faits à l'image de la nature, le plus petit, nous, en l'occurrence, jusqu'à la toute petite cellule à l'intérieur de nous, sommes faits à l'image du plus grand. Donc notre corps aussi et notre esprit fonctionnent suivant un parfait engrenage, tant que tout va bien. Et exercer son don ou interagir d'une manière générale avec l'autre, avec soi-même, avec la nature, sans respect, sans sagesse, c'est justement mettre un petit caillou dans l'engrenage et apporter et bloquer le système. Et ça, c'est contre nature, pour moi. C'est comme ça que je vois les choses, et c'est pour ça que l'équilibre, cette notion d'équilibre est si importante pour moi, parce que la nature est équilibre, et en tant que sorcière et sorcier, nous sommes les défenseurs de l'équilibre. Alors, comment exercer son don avec sagesse? Je crois que c'est aussi une longue collaboration avec le temps. On exerce son don, on observe les effets, les réactions en soi, à l'extérieur de soi, dans l'environnement, dans le monde. Et on va pouvoir au fil du temps ajuster ce savoir-faire pour qu'il respecte le plus possible l'équilibre. Donc comment exercer son don avec sagesse? C'est ça, c'est une expérimentation au fil du temps, un apprentissage. Et cet apprentissage, cette expérimentation au long du temps va forger votre sagesse à vous. Parce que vous pouvez très bien vous plonger dans des livres, dans des vidéos, dans
toutes sortes de canaux d'information hein, dont on parlait tout à l'heure. Vous pouvez vous plonger là-dedans et entendre la sagesse des autres. Vous pouvez vous en inspirer, mais finalement ce qui sera le plus juste, ce sera votre sagesse à vous, que vous aurez acquise au fil du temps et de vos expérimentations, de vos expériences de vie. Encore une fois, personne ne vole sur votre balai et personne ne marche dans vos bottines. Donc forgez-vous votre sagesse. Donc tout ça nous amène au prochain point, trouver l'équilibre. Donc qu'est-ce que c'est que trouver l'équilibre? Trouver l'équilibre, évoluer dans l'équilibre, parce que l'équilibre n'est pas quelque chose, encore une fois, de stable et de fixe. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette vidéo, je vous parlais de la pierre de jet, donc j'avais un bâton avec moi qui représentait les deux extrêmes. Je vous disais, l'équilibre est entre les deux, mais il ne s'agit pas de vivre tout le temps au milieu pour trouver l'équilibre. Vous balancez donc d'un point à l'autre. Si vous êtes toujours dans un point aussi agréable soit-il, vous êtes dans un déséquilibre. Si vous êtes sur l'autre pan, vous êtes dans le côté pénible, évidemment, c'est aussi un déséquilibre. Donc l'idée est toujours de se trouver tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, ou parfois bien au milieu. L'idée est vraiment d'évoluer entre ces deux pôles, et l'équilibre, c'est ça, c'est ce mouvement. C'est pas un état fixe, stable. La vie nous le prouve tous les jours, on a des hauts et des bas. C'est une illustration verticale de mon illustration horizontale, des hauts et des bas, ça passe comme ça. Donc rien n'est figé, rien n'est fixe. Donc évoluer dans l'équilibre, c'est ça. Et du coup, quand vous vous trouvez plutôt du côté pénible, eh bien, savoir que vous allez rebasculer de l'autre côté, ça vous apporte un certain réconfort en fait, parce que vous savez que vous évoluez de toute façon dans un équilibre. Voilà, l'équilibre, c'est cet état mouvant, hein, mobile, dynamique, dans lequel tout va bien. Donc évoluer dans l'équilibre va vous apporter un certain bien-être général, même si parfois c'est plus pénible qu'à d'autres moments. Vous êtes toujours dans la bascule, dans les hauts et les bas si vous préférez cette image-là. Donc évoluer dans l'équilibre. Sachez gérer entre les deux. Hein. Il ne s'agit pas de toujours se trouver dans le côté positif constamment. Non, parce que si vous faites ça, si la nature régule toujours, donc si vous êtes toujours dans le côté positif, au moment où la nature va vouloir réguler, vous allez basculer d'un coup dans l'état négatif, et là, ça va être difficile à gérer. Donc il est important de se maintenir comme ça entre les deux, et dans cet équilibre, tout ira bien. Donc comment fait-on pour rester dans l'équilibre? Eh bien en prenant conscience de ces gestes, de ces paroles, et de les situer sur ces deux pôles, ou ces deux pôles, selon que vous préférez l'horizontalité ou la verticalité. Et vous pouvez gérer vous-même, vous pouvez gérer le balancier, et vous vous trouverez dans l'équilibre. Sixième point, être une sorcière, c'est maîtriser le pouvoir des mots, maîtriser le pouvoir des pensées. Là, on entre dans ma spécificité, dans mon savoir-faire, le pouvoir des mots. Hein, l'écriture en général, l'écriture de sorts, les récits,
les histoires, les métaphores, hein, le langage de ce puits de ressources, mais pas que, qu'est l'inconscient. Donc les mots ont un pouvoir. Un mot a le pouvoir de construire, il a le pouvoir de détruire. On est encore dans deux pôles, hein, et il s'agit toujours d'évoluer entre les deux. Les mots ont le pouvoir d'embellir, ils ont le pouvoir d'enlaidir. Ils ont le pouvoir de motiver, ils ont le pouvoir de démotiver. Il est donc important de veiller au choix de ces mots. Le mot porte de la magie, une magie de construction, une magie de destruction, une magie de transformation, une magie de changement en tout cas, et le choix du mot va faire qu'on va basculer d'un côté ou de l'autre. Donc il est important de choisir ces mots. Maîtriser le pouvoir des pensées. Qu'est-ce qu'une pensée? Une pensée, c'est une succession de mots, finalement, hein, des mots ordonnés pour faire une phrase. À cette phrase, on va peut-être ajouter une émotion, un sentiment, en tout cas un état, un souvenir, et ça va créer une pensée. Si on change les mots de la pensée, ça va permettre de rattacher d'autres émotions, d'autres sentiments, un autre état. Donc ça va avoir une autre influence sur nous, hein, sur notre bien-être. Donc les mots ont un pouvoir sur nous, sur notre bien-être, sur nos visions des choses, hein, sur nos croyances, sur nos idées. Mais évidemment, ils vont avoir un pouvoir aussi sur l'autre. Et veiller à ces mots, c'est veiller à respecter l'intégrité de l'autre et donc l'équilibre de l'autre et de notre entourage, du monde qui nous entoure. Et veiller à ses pensées, maîtriser, modifier les mots qui se trouvent dans notre pensée, ça va avoir d'abord un impact sur nous et forcément un impact sur les autres. Donc comment veiller à ces mots, comment veiller à ces pensées? En ce qui concerne les mots, je crois que, encore une fois, c'est une question d'observation. C'est s'observer, c'est s'écouter. Tiens, je me sens dans cet état, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pensé? Et si je remplaçais ce mot par celui-là, quel autre effet ça va avoir? Donc c'est un petit exercice d'observation de soi, de ses paroles, de ses pensées, de ses écrits, enfin tout ce qui utilise les mots. En ce qui concerne les pensées, l'accompagnement individuel peut vous aider aussi à lever éventuellement des blocages, à aller chercher quelles sont les croyances qui se cachent sous cette pensée, dans le cas des pensées qui vous apporteraient de l'inconfort évidemment. Hein. Qu'est-ce qui se cache sous la pensée qui fait que ce sont ces mots-là qui interviennent, qui fait que c'est cette émotion-là qui est raccrochée, notamment pour les souvenirs, hein, difficile de changer les mots d'un souvenir. Un souvenir est un souvenir. Donc l'accompagnement individuel peut vous aider à modifier les pensées en modifiant ce qu'il y a dessous. Voilà, si je résume. Donc voilà, voyons maintenant le prochain point. Huitième point, mon préféré, célébrer la vie. Donc célébrer la vie, c'est un peu célébrer la nature, hein, ses cycles.
Donc célébrer la vie, ça peut être tout simplement célébrer une naissance, bien sûr, célébrer du coup un anniversaire, pourquoi pas célébrer une mort, ou célébrer la personne qui est décédée en tout cas, puisque la mort fait partie de ce qu'on appelle le cycle de la vie. Naissance, vie, mort. C'est le cycle naturel des choses. Donc célébrer la vie, pour nous, païens ou néo-païens du 21e siècle, ça peut être célébrer les fêtes païennes, évidemment, qui marquent justement le cycle de la nature, qui correspondent aux solstices, aux équinoxes, à l'arrivée du printemps, à l'arrivée de l'hiver, de l'été, enfin, qui marquent donc les événements naturels. Donc célébrer la vie, pour nous, ça peut être ça. Puis je crois que toutes les occasions sont bonnes de célébrer la vie. Le paganisme, c'était ça, c'est ça, toujours. Des rassemblements d'amis, rassemblements en famille, mais surtout rassemblements entre villageois, quoi, entre personnes du même village. Pour célébrer, festoyer, se raconter des histoires, parce qu'il y avait beaucoup d'enseignement oral, on se racontait des histoires, évidemment, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Internet, donc on se regroupait, on se rassemblait, et on fêtait ensemble, c'était de la danse, c'était de la musique, donc c'est aussi tout ça, célébrer la vie. On peut aussi imaginer la célébrer tout seul, fêter une fête païenne seule, évidemment. Encore une fois, je vous donne une façon de voir les choses, mais on peut très bien fêter ça de manière plus intérieure. D'ailleurs, ça m'arrive aussi. Décorer son hôtel, faire ses propres pratiques, son propre rituel en solitaire. Célébrer la vie à sa façon, quelle que soit la façon, je pense que c'est toujours une bonne chose. Alors pourquoi? Parce que ça permet de garder un lien. Garder un lien avec la nature, on célèbre la vie, on célèbre la nature, on célèbre ce parfait équilibre. Donc on garde un lien avec la nature, nous qui sommes des fruits de la nature, je le répète souvent, comme un arbre, comme un fruit, comme une fleur, au même titre, on est né sur terre, on est un fruit de la nature, donc ça permet, la célébrer, ça permet de conserver le lien. Ça permet aussi de conserver un lien avec les autres, quand on célèbre en groupe. On échange, ça permet, ce qu'on disait tout à l'heure, l'enrichissement et l'épanouissement. Les échanges permettent de se confronter à de nouvelles idées, donc c'est ce qui va nous enrichir. On est en contact avec l'autre, et au final, on est en contact avec soi-même. On recontacte sa joie de vivre, on recontacte son naturel. Voilà pourquoi il est important de célébrer la vie, et en particulier les fêtes païennes. Pour moi, en tout cas, encore une fois, c'est ma vision des choses que je développe un peu ici. Alors comment on fait? Comment on célèbre la vie? Eh bien, vous pouvez m'accompagner dans les cercles, par exemple. Je vais animer des cercles pour chaque fête païenne, et probablement d'ailleurs plus tard à chaque nouvelle et pleine lune. Donc ça permet d'être en contact avec ces mouvements de la vie, en être informé. D'ailleurs, je parle des fêtes païennes régulièrement sur le grimoire d'Agaberte, j'explique un petit peu, alors que ce soit expliqué sous forme de poème, ou que ce soit expliqué dans une prose traditionnelle, j'explique un petit peu le thème de la fête païenne en question. Donc n'hésitez pas à feuilleter le grimoire, vous y trouverez
les thèmes abordés qui vous permettront de célébrer du coup à votre façon la vie et la nature, de créer vos propres rituels. Célébrer la vie, célébrer la nature, ça peut être aussi une balade en nature, en forêt, au bord de mer, au bord d'une rivière. Ça peut être un festin, un repas entre amis, en famille, une fête des voisins. Célébrer la vie peut prendre toutes les formes que vous pouvez imaginer. Voilà, le tout c'est de vous faire plaisir, de vous sentir en lien avec cette nature qui évolue, qui change comme vous, en lien avec vos proches. Donc il n'y a pas une façon de célébrer la vie, il y en a autant que de personnes, autant que d'occasions. Donc voilà, fêter, festoyer, célébrer. Point suivant, vivre en harmonie avec les cycles de la nature. Si on part du principe, comme je vous disais tout à l'heure, que ce qui se passe en dehors, à l'extérieur, dans l'infiniment grand, se passe également en soi, si la nature tourne parfaitement, j'ai toujours cet engrenage dans la tête, hein, cette image de l'engrenage qui tourne, donc si c'est l'équilibre qui fait que tout va bien dans la nature, c'est l'équilibre qui fera que tout va bien en vous aussi. Une logique implacable. Donc vivre en harmonie avec les cycles naturels, avec les mouvements naturels, c'est adopter l'équilibre en soi. L'hiver, regardez dans la nature, les arbres ont perdu leurs feuilles, la nature s'endort, comme on dit. Et bien c'est la même chose en nous. On est un peu plus fatigué, il fait froid, le corps a un peu plus de mal à se mettre en marche, on a un peu plus de mal à se lever le matin. C'est l'hiver. Et notre corps est sur le même rythme, dans la même énergie. Au printemps, on a un regain d'énergie, de dynamisme. Et regardez ce qui se passe à l'extérieur dans la nature. C'est l'éclosion, non pas encore l'éclosion, c'est le bourgeonnement. Ça bourgeonne, ça commence à revivre. Et c'est la même chose en nous. Donc respecter le plus possible ce rythme naturel, c'est maintenir l'équilibre en soi et maintenir un bien-être en soi, corporel et mental. Alors pourquoi je dis autant que possible? Parce que nous sommes évidemment au XXIe siècle. Je ne vous dis pas d'aller retourner vivre dans une caverne ou dans une chaumière privée d'électricité ou d'eau courante ou autre. On s'adapte, on peut rester païen et s'adapter. Par exemple, ça peut être essayer de vous lever avec le soleil le plus possible et moins avec le réveil qui va casser votre sommeil, votre biorhythme. Donc à ce moment-là, on est dans un déséquilibre, on ne respecte plus son intégrité. Donc si vous vous levez avec le soleil, vous vivez en harmonie donc avec le cycle naturel et avec votre cycle naturel à vous, du coup, qui est un reflet de ce qui se passe à l'extérieur. Donc nous, sorcières et sorciers qui sommes les défendeurs de l'équilibre, la moindre des choses, c'est de l'adopter, en nous, déjà. Être une sorcière, c'est donc aussi respirer, se nourrir correctement, s'hydrater, bouger, exercer son corps. Je vous parlais
tout à l'heure de la petite fleur qui a besoin d'être arrosée, qui a besoin de soleil, qui a besoin d'être bien nourrie, qu'il y ait des bons nutriments dans le sol pour elle, pour qu'elle le pousse et qu'elle s'épanouisse. Eh bien c'est la même chose pour nous, encore une fois. Nous qui sommes les fruits de la terre, il nous faut les 4 éléments. Donc la respiration, c'est l'air. On fait rentrer l'air dans son corps, on prend ce qu'il y a à prendre là-dedans, que nos cellules vont utiliser, et on rejette ce dont le corps n'a plus besoin. Donc c'est l'air qui va en quelque sorte contribuer au mécanisme de nettoyage. C'est une forme de nettoyage. On prend ce dont on a besoin et on élimine ce dont on n'a plus besoin. La nourriture, ça va représenter l'élément terre. Hein, la petite fleur, elle trouve sa nourriture dans la terre. Et je disais que pour qu'elle s'épanouisse, qu'elle pousse correctement, il faut de bons nutriments dans la terre, et c'est la même chose pour nous. Il faut une alimentation saine pour nous, alors quel que soit notre régime alimentaire. Donc je ne prétends pas être une spécialiste de la nutrition, mais toujours dans cette idée de naturalité, il me semble que des produits effectivement peu pas transformés, donc le plus simple possible, seront les meilleurs. Ensuite nous avons l'élément eau. Évidemment, hein, c'est l'hydratation, hein, nous sommes constitués de beaucoup d'eau, donc l'eau est absolument nécessaire, donc s'hydrater régulièrement, et le feu. Donc une fois qu'on a apporté de l'air, qu'on a fait ce nettoyage, qu'on a apporté de la nourriture, qu'on apporte suffisamment d'eau, eh bien je crois que ça maintient l'élan vital, ça maintient la force vitale, donc ça maintient, en d'autres termes, la flamme. Donc voilà l'élément feu qui est entretenu par les 3 autres éléments. Et une fois qu'on a ces 4 éléments finalement dans le corps, eh bien on a trouvé l'équilibre. Une fois que notre corps sera en équilibre, il sera plus à même de bouger, de vous mener là où vous voulez aller, dans tous les sens du terme. Vous serez plus en forme, plus alerte et prête à accomplir votre mission de vie ou tout simplement à accomplir les gestes du quotidien. Donc le corps est à entraîner aussi, l'étirer, l'assouplir, hein, ne serait-ce que pour dégager la colonne d'air, pour respirer plus aisément, pour faire rentrer, sortir l'air plus facilement, donc assouplir le corps, par exemple, hein, c'est un exemple que je donne parce que la respiration fait partie aussi de mes spécificités, donc je peux en parler. Et bouger en général, marcher, ne serait-ce que marcher c'est excellent, marcher dans la nature, ça fait du bien non seulement au corps, mais ça fait du bien aussi à l'esprit, donc on sera dans un parfait équilibre, encore une fois. Donc, point suivant, la méditation. J'avais pensé au moment où j'ai préparé cette vidéo, la rapprocher du point précédent, de la respiration, et puis compte tenu de mon expérience personnelle, j'ai voulu en faire un petit chapitre à part. Je pratique la méditation moi-même depuis très longtemps, avant même de poser le mot méditation dessus, j'appelais ça la relaxation, depuis ado à peu près. Et au fil de mes lectures, au fil de mes expériences, je me suis aperçue que la méditation était finalement la réponse à tout. Donc j'ai voulu faire un petit chapitre rien que pour elle, rien que pour cette pratique.
Donc, plus particulièrement, encore une fois, je ne vais pas vous parler de ce que je ne connais pas. Donc, en ce qui me concerne, ça serait deux formes de méditation, soit une méditation pour se recentrer sur soi, ou la méditation du fameux ici et maintenant, c'est-à-dire l'instant présent, la pleine présence, la pleine conscience. On peut trouver plusieurs noms dans la littérature actuelle. Donc la méditation, autant celle qui ramène à soi, qui permet de se recentrer, que la méditation sur l'instant présent, permettent, comme leur nom l'indique, de vous recentrer, de vous ramener à l'ici et maintenant, ou sur vous-même. Et de ce fait, on parlait tout à l'heure du pouvoir de la pensée, de ce fait, ça élimine les pensées liées au passé, donc qui sont souvent qui peuvent être des ruminations et donc apporter des émotions pénibles, et ça élimine également les pensées liées au futur, qui sont parfois source d'anxiété et qui donc apportent aussi un état désagréable. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire un chapitre lié à la méditation, parce que ça me paraît important pour moi. Encore une fois, je l'ai rencontré dans tous les domaines, voilà, dans tous les domaines. Donc, moi-même, j'ai créé quelques méditations dans le cadre des rituels de 21 jours, donc ce sont des e-books que vous pouvez trouver sur le site. Alors, un e-book pour l'instant, un deuxième est en préparation, celui dont je vous parlais au tout début de cette vidéo, donc pour reprendre son pouvoir sur soi. Donc l'e-book Confiance en soi, qui est déjà écrit et disponible, comporte trois méditations, 3 relaxations, hein, peu importe, ou visualisations, peu importe le nom que vous voulez lui donner, accessible à tous, hein, il suffit d'écouter ma voix. Donc pour certains parfois c'est un petit peu difficile, hein, de se poser, de se centrer sur un son, de visualiser des images, mais vraiment, ceux qui ne s'y sont pas essayés encore, je vous y encourage, parce que effectivement, ça peut être déjà une réponse à tout. Ça peut être déjà une solution à quelques éventuelles problématiques, et même quand tout va bien, eh bien ça permet d'aller encore mieux. Voilà, donc je ne peux que conseiller la méditation. Et dernier point, donc, qui était proposé par cette petite image que j'ai trouvée très intéressante, donc sur Pinterest, qui mentionnait des 13 buts à poursuivre de la sorcière. Donc le 13e point était honore le dieu et la déesse. Alors c'est un point, disons, qui est moins parlant pour moi, mais qui d'abord peut intéresser certains d'entre vous, et ensuite qui me permet de faire une petite clarification donc sur le grimoire d'Agaberte. Je me vois comme une néo-païenne, donc païenne du 21e siècle, et quand on dit le mot païen, c'est vrai qu'on pense religion polythéiste, on imagine les dieux romains, hein, les dieux de la mythologie grecque, les dieux vikings. En ce qui me concerne, pour moi, les dieux et déesses des religions polythéistes représentent la nature. La nature et des éléments, des phénomènes naturels. Donc, j'honore directement la nature. Ensuite, il peut être intéressant, cependant, d'avoir une image, un objet, un symbole qui représente le dieu, la déesse en question, et ces symboles et tout ce qu'elle-même ou lui-même représente sur son autel, chez soi, sous forme de pendentif, pour soit honorer donc tout ce qu'elle représente, soit pour dans des rituels
pour attirer quelque chose à soi, donc en l'occurrence attirer ce que la figure représente. Ça c'est très intéressant, les symboles, tout ce qui est de l'ordre de la symbolique, encore une fois ça reprend le pouvoir des mots, des images, des métaphores, des allégories, donc c'est quelque chose en quoi je crois beaucoup. Donc, petite clarification sur le grimoire d'Agabert, je vous parle d'ailleurs très peu des dieux, des déesses, je l'évoque comme indication, mais c'est vrai que dans ma pratique, je suis plutôt attachée aux valeurs de naturalité, aux phénomènes naturels en général, à sa propre nature, à tout ce qui est naturel, simple dans la nature en fait, en l'état, sans transformation. Voilà, donc c'est une petite clarification que je voulais faire et bien sûr ça ne m'empêche pas de m'informer sur les religions païennes polythéistes qui me fascinent. Donc voilà, c'était les 13 points qui font d'une sorcière qu'elle est une sorcière. Liste certainement non exhaustive, mais je l'ai trouvée déjà assez intéressante. J'espère que cet exposé vous aura intéressé. Pour conclure, je vous disais au tout début de la vidéo, en introduction, que je relevais plutôt de la sorcière telle que Jules Michelet l'a définie, c'est-à-dire un petit peu en réaction, alors je mets des guillemets, hein, c'est pas une rébellion contre la société, alors la société d'antan, pour moi c'est ce siècle-là, dans lequel je vis, le monde moderne, parce qu'en fait, je m'attache à respecter tous ces points dont je viens de parler, mais c'est difficile. C'est difficile parce que notre monde moderne, tel qu'il est, tel que la société a évolué, ne facilite pas en fait ces choses-là. On est un peu en réaction, on est un peu contre nature en fait, la société. C'est ma façon de le percevoir. Et je me définis, je me vois comme une sorcière ou néo-sorcière ou sorcière moderne, sorcière du XXIe siècle, justement un petit peu en réaction contre cette société qui est contre nature, alors que, vous l'avez bien compris, moi je fonctionne à la naturalité, quoi, le plus possible, encore une fois, dans ce monde du XXIe siècle. Voilà, donc voilà mes quelques pensées, quelques idées personnelles. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous avez des questions, si vous avez des remarques à faire. Je les lis toujours avec plaisir et j'y répondrai également avec grand plaisir. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, chères sorcières et chers sorciers, et je vous souhaite une journée pétillante de magie. À bientôt.